Hello les cocos, hello les copains, j'espère que vous êtes happy, relax, que vous allez bien à la maison. N'oubliez pas, passez mes salutations à tout le monde, papa, maman, tonton, tata, les frères et les sœurs. Et bon, voilà, bref. Allez, saviez-vous que les grandes inventions, quelques-unes des grandes inventions qui ont révolutionné le monde ont été réalisées par des scientifiques noirs? Ah ouais, oui. L'ascenseur, par exemple, a été inventé par Alexander Miles, la lampe électrique par Joseph Nichols et Louis Latimer, l'interrupteur et l'antenne parabolique par Granville Woods, le frigo par William Purvis et puis le split par Frederick Jones. Tous des cerveaux des inventeurs noirs. Et voilà, ça nous ouvre les portes du passionnant monde de la science, de la technologie. C'est ça le programme aujourd'hui. Bienvenue à tous dans mon école à la maison. Alors, tenez-vous bien prêts pour un cours de sciences et technologie pour classe de CM2 et de sciences de la vie et de la Terre pour 3e et terminale. Oui, préparez-vous, l'esprit très scientifique. XZ20006633392001. Bonjour chers élèves, je suis Koné Daouda, tenant la classe de CM2. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une leçon de sciences. Voyons ensemble la situation d'apprentissage. Au cours d'un match de football, un élève de CM2 s'est blessé au gros orteil. Pour arrêter les saignements, il a appliqué du sable sur la plaie et est resté sans soin. Quelques jours plus tard, la plaie s'est gravement infectée. Pour découvrir le fonctionnement de l'organisme, en cas de blessure, le blessé et ses camarades de classe décident d'enquêter sur les moyens de défense de l'organisme. De qui s'agit-il? D'un élève de CM2. Où s'est-il blessé? Il s'est blessé au gros orteil. Que fait l'enfant pour arrêter le sang? Il applique du sable sur la plaie. Que va-t-il se passer? La plaie s'est gravement infectée. Que veulent savoir les enfants? Ils veulent ensemble découvrir les moyens de défense de l'organisme. Donc aujourd'hui en sciences, nous allons voir les moyens de défense de l'organisme. Chers élèves, sachez qu'il existe deux moyens de défense de l'organisme. Les moyens naturels et les moyens artificiels. En ce qui concerne les moyens naturels, sachez qu'il y a la peau et les globules blancs. Notre organisme se comporte comme un pays. Dans un pays, il y a toujours l'armée qui est là pour assurer la sécurité du pays, pour protéger le pays. Notre organisme aussi dispose de soldats, de mini-soldats. Et ces soldats ont pour rôle de protéger notre organisme. Et ce sont ces soldats-là que nous appelons les globules blancs. Allons d'abord par la peau. La peau, c'est quoi la peau? La peau, c'est cette membrane qui protège tout notre corps. Cette peau constitue la première barrière protectrice de notre organisme. Lorsqu'il y a ouverture sur la peau, alors cette ouverture constitue une porte d'entrée pour les microbes. Et donc, dans notre corps, la peau étant franchie, les mini-soldats dont j'ai parlé, qui sont les globules blancs, vont prendre la relève. C'est à eux qu'il revient de protéger l'organisme. Alors, ils vont se promener partout dans notre corps pour identifier les microbes, les capturer et les neutraliser. Lorsque les globules blancs parviennent, alors le malade guérit et retrouve le sourire. Lorsque notre organisme n'arrive pas à faire face aux menaces, alors notre organisme aura besoin d'apports venant de l'extérieur. Et ce sont ces apports-là, venant de l'extérieur, que nous appelons les moyens artificiels. Ces moyens artificiels, nous allons parler de trois. D'abord, les sérums. C'est quoi un sérum? Un sérum, c'est une substance fabriquée par l'homme pour guérir une maladie. Le sérum est utilisé à titre curatif. Comme exemple de sérum, nous avons le sérum antitétanique
qui va venir détruire tous les bacilles de nucléaires qui sont dans notre organisme pour nous donner la joie de vivre. Alors, les sérums sont donc utilisés à titre curatif. Concernant les vaccins aussi sont d'autres types de moyens artificiels de défense de l'organisme. Mais les vaccins sont utilisés à titre préventif. Nous utilisons les vaccins pour se protéger de la maladie, pour éviter la maladie. Comme exemple de vaccin, nous avons le BCG. Le BCG qui va nous éviter la tuberculose. Alors, on dira que les vaccins sont utilisés à titre préventif. Après les sérums et les vaccins, il y a aussi les antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments spécifiques qui luttent contre des maladies spécifiques. Alors, ces antibiotiques viendront donner du tonus, de la force à nos globules blancs pour lutter contre les microbes, pour pouvoir les neutraliser. Mais sachez, chers élèves, qu'il existe d'autres moyens de défense de l'organisme. Il existe d'autres moyens de défense de l'organisme. Comme exemple de moyens naturels, se moucher. Quand nous nous mouchons, nous nous débarrassons de certains microbes. Quand nous déféquons, nous nous débarrassons de certains parasites. Quand nous coulons des larmes, alors les larmes débarrassent de nos yeux certaines impuretés, certains microbes. Quand nous transpirons, la sueur enlève certains microbes de notre corps. Quand nous urinons, c'est pareil. Exemple de moyens artificiels de défense de l'organisme. Il y a l'hygiène corporelle. Quand nous lavons correctement avec du savon, alors nous dégageons de notre corps certains microbes. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'usage de certains produits qui vont venir détériorer la peau, qui vont venir rendre fragile la peau. Il faut éviter cela. Il y a aussi se brosser les dents. Chers élèves, quand vous vous brossez les dents, vous vous débarrassez de certains microbes. Voici aussi l'usage du gel hydroalcoolique que nous utilisons en ce moment pour éviter le Covid-19. Pour être persuadé que vous avez retenu quelque chose, je vais vous proposer un exercice d'application que vous ferez tout à l'heure. Classez les termes suivants dans la colonne qui convient. À gauche, nous avons les moyens naturels de défense de l'organisme et à droite, les moyens artificiels de défense de l'organisme. Les termes à classer sont les suivants. La peau, le vaccin, le sérum, les globules blancs, les antibiotiques. Chers élèves, nous allons donc procéder à la correction de l'exercice que je vous ai donné. Quand on prend la peau sera dans la colonne des moyens naturels de défense de l'organisme. Le vaccin sera dans la colonne des moyens artificiels de défense de l'organisme. Le sérum sera dans la colonne des moyens artificiels de défense de l'organisme. Les globules blancs seront dans la colonne des moyens naturels de défense de l'organisme. Les antibiotiques seront dans la colonne des moyens artificiels de défense de l'organisme. Avant de nous quitter, chers petits enfants, je vais vous donner un exercice que nous allons corriger la prochaine fois. De quoi s'agit-il? Il s'agit maintenant de relier les différents moyens de défense de l'organisme aux moyens artificiels ou aux moyens naturels. Relier la peau, le sérum, le vaccin, les globules blancs, les antibiotiques et les plantes médicinales, soit aux moyens naturels de défense de l'organisme, soit aux moyens artificiels de défense de l'organisme. Je vous remercie. À bientôt.
Bonjour chers élèves, je me nomme Julius Kwame, professeur de SVT, dans la classe de 3e. Nous allons aujourd'hui faire une leçon dont le plan est le suivant. En grand 1, les sols se différencient-ils par leurs propriétés physiques? En grand 2, les sols se différencient-ils par leur qualité? Et enfin, nous allons répondre au problème en tirant une conclusion générale. Chers élèves, ce matin, nous nous voyons pour une nouvelle séance. Et pour cela, je vous présente une situation qui est la suivante. Écoutez donc attentivement. Dans le jardin de la coopérative de votre établissement, les élèves ont planté du manioc sur 2 parcelles voisines. Sur l'une des parcelles, les tubercules récoltés sont plus gros que ceux de l'autre parcelle. Devant la différence de taille des tubercules de manioc récoltés sur chaque parcelle, les élèves cherchent à déterminer les propriétés physiques des sols et à identifier les caractéristiques d'un sol fertile. Partant de cette situation, dégagez le constat. Alors, le constat est le suivant. Les tubercules sont de taille différente sur les 2 parcelles. Sachant que ces parcelles sont des sols, alors cela nous ramène à un problème que nous pouvons poser, qui est le suivant. Comment les sols se différencient-ils? Pour résoudre ce problème, nous allons émettre des hypothèses. La première hypothèse est peut-être que les sols se différencient par leurs propriétés physiques. Nous allons reformuler cette hypothèse sous la forme interrogative. Alors, cela nous donne en grand 1, les sols se différencient-ils par leurs propriétés physiques? Pour vérifier cette hypothèse, nous allons réaliser des activités. Mais sachant que les propriétés physiques sont nombreuses, nous allons essayer de voir quelques propriétés et de montrer comment les mettre en évidence. La première des propriétés physiques sera la perméabilité. Donc, en 1, la perméabilité. Pour mettre en évidence la perméabilité, nous allons réaliser une expérience. Mais de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette expérience? Nous avons besoin de 2 échantillons de sol prélevés dans le milieu local, 2 bouteilles en plastique transparente perforées par le bas, 2 bouteilles en plastique transparente non perforées, 2 chronomètres, de l'eau de robinet et 2 gobelets transparents de 33 centilitres. À partir de ce matériel, nous allons réaliser notre expérience. Maintenant que nous avons notre matériel pour réaliser notre expérience, comment allons-nous procéder? Simplement, on verse d'un seul trait le même volume d'eau sur chaque échantillon de sol, puis on chronomètre le temps mis par l'eau pour traverser la colonne de sol. Ensuite, on relève les résultats pour chaque sol. Maintenant, nous allons passer aux résultats. Les résultats sont consignés dans un tableau. Et le tableau va nous présenter les 2 types de sols et les mesures effectuées. Les 2 types de sols sont le sol A et le sol B. Les mesures effectuées, au niveau de la hauteur de la colonne de sol en millimètres, nous avons 80 mm pour chaque sol. Le temps d'infiltration de l'eau en secondes, alors nous avons mesuré au niveau du sol A 75 secondes, au niveau du sol B 651 secondes. Nous allons passer à la vitesse d'infiltration de l'eau. Pour cela, nous faisons le rapport où nous divisons la hauteur de la colonne du sol par le temps d'infiltration. Pour le sol A, la vitesse d'infiltration
est de 1,06 secondes, millimètres par seconde, pardon, et pour le sol B, la vitesse d'infiltration est de 0,12 mm par seconde. Nous allons analyser ces résultats. La vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol A est plus élevée que celle de l'eau dans le sol B. Quelle interprétation pouvons-nous en faire? La vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol A est plus élevée que celle de l'eau dans le sol B parce que le sol A laisse passer plus facilement l'eau que le sol B. En conclusion, le sol A est donc plus perméable que le sol B. Nous allons déduire la notion de perméabilité. La perméabilité d'un sol est l'aptitude ou la capacité de ce sol à se laisser traverser par l'eau. On va passer maintenant à l'activité d'application. Le tableau ci-dessous présente des mesures effectuées au niveau de 3 sols A, B et C. Nous avons les types de sols, sol A, sol B et sol C. Les mesures effectuées, le temps d'infiltration en secondes, la hauteur de la colonne de sol et ensuite, nous allons ensemble chercher à remplir les cases vides au niveau de la perméabilité. Alors la consigne complète le tableau à l'aide des valeurs suivantes. 1,05 mm par seconde, 0,83 mm par seconde et 1,66 mm par seconde. Comment on détermine la perméabilité d'un sol? Vous savez que nous avons vu tout à l'heure que pour déterminer la perméabilité d'un sol, on divise la hauteur de la colonne du sol par le temps d'infiltration de l'eau. Alors, en se basant sur ce principe, nous allons ensemble trouver la perméabilité du sol A. Alors, pour déterminer la perméabilité du sol A, nous allons diviser la hauteur qui est de 100 mm par le temps d'infiltration de l'eau dans ce sol, 60 secondes. Ensuite, pour le sol B, nous divisons 100, qui correspond à la hauteur de la colonne de sol, par 95 secondes, qui est le temps d'infiltration de l'eau dans ce sol. Pour le sol C, nous divisons 100 par 120. En ce cas, après avoir réalisé ces calculs, nous allons faire correspondre chaque valeur donnée à chaque type de sol. Ainsi, pour le sol A, nous avons 1,66 mm par seconde. Pour le sol B, nous avons 1,05 mm par seconde. Et enfin, pour le sol C, nous avons 0,83 mm par seconde. Nous allons voir une deuxième propriété physique du sol. Cette propriété est la porosité. Alors, en petit 2, la porosité. Pour mettre en évidence la porosité du sol, nous allons exploiter des résultats d'expérience. Mais comment on s'y prend? Alors, nous allons vous donner le protocole. On choisit une boîte cylindrique et on mesure son volume en procédant ainsi. On pèse la boîte vide, ce qui donne la masse M1. On remplit la boîte d'eau et on la pèse, ce qui donne la masse M2. On calcule ensuite le volume de la boîte, sachant qu'un gramme d'eau occupe 1 cm3, ce qui nous donne grand V égale à 1 cm3 fois, entre parenthèses, M2 moins M1. On prélève
ensuite un échantillon de sol sans modifier la structure du sol. On laisse sécher l'échantillon de sol ainsi prélevé pendant au moins 10 jours. On prélève la boîte de sol. On pèse la boîte de sol sec, ce qui nous donne la masse M'1. On met un couvercle sous la boîte et une grille au-dessus et on immerge la boîte dans de l'eau pendant 15 à 20 minutes environ jusqu'à ce qu'aucune bulle ne monte en surface. On retire la boîte en empêchant l'eau de s'égoutter. On pèse la boîte avec l'eau qu'elle contient, ce qui nous donne la masse M'2. On calcule le volume de l'eau qui a pris la place de l'air en faisant la différence M'2 moins M'1. On détermine la porosité du sol en calculant le pourcentage de volume d'eau par rapport au volume de la boîte vide. Ainsi, la porosité d'un sol nous donne 1 cm3 fois M'2 qui représente la masse de sol saturé d'eau moins M'1 qui représente la masse de sol sec, le tout multiplié par 100 divisé par le volume. Alors pour le résultat, nous avons réalisé au niveau de ces résultats, nous avons consigné les résultats dans un tableau au niveau des deux sols, sol A et sol B. Les mesures effectuées, la masse de boîte vide, 90 grammes pour chaque boîte. La masse de boîte pleine d'eau, 990 grammes. La masse de la boîte et du sol sec, M'1 qu'on avait appelé, 1400 grammes pour le sol A et pour le sol B, 1500 grammes. Et nous avons la masse de la boîte et du sol saturé d'eau, M'2, sol A, 1700 grammes, sol B, nous avons pesé 1750 grammes. À partir de ces mesures effectuées, nous allons déterminer la porosité des deux sols, sol A et sol B. Alors, au niveau du sol A, la porosité, à l'aide du calcul que nous avons effectué, au niveau du sol A, nous avons 33,33%. Au niveau du sol B, nous avons 27,77%. Quelle analyse peut-on faire de ces résultats? La porosité du sol A, comme nous le voyons, 33,33%, est plus élevée que celle du sol B, 27,77%. Quelle interprétation peut-on en faire? Le sol A, bien sûr, a une porosité plus élevée que celle du sol B parce qu'il a plus d'espace vide entre ses particules solides. En conclusion, le sol A est plus poreux que le sol B. Qu'est-ce que nous pouvons déduire de la notion de porosité? La porosité d'un sol est le volume total des espaces laissés libres entre les particules solides de ce sol. Nous allons voir une troisième propriété physique du sol, la capacité de rétention en eau. Nous allons pour cela exploiter des résultats d'expérience. Alors, le protocole est le suivant. On laisse égoutter le sol saturé d'eau pendant 20 à 30 minutes. On pèse à nouveau la boîte, ce qui nous donne la masse M'3. On calcule le volume d'eau que le sol est capable de retenir en faisant la différence M'3 moins M'1. On détermine alors la capacité de rétention en eau de ce sol en calculant le pourcentage de ce volume d'eau retenu par rapport au volume de la boîte vide. Ce qui nous donne la formule suivante. 1 cm3 fois, entre parenthèses, M'3 qui est la masse de sol égoutée
moins M'1 qui est la masse de sol sec. Le tout multiplié par 100 divisé par le volume. Nous allons recueillir les résultats et les résultats consignés dans un tableau nous donnent les valeurs suivantes. Au niveau du sol A, la masse de la boîte du sol égoutté, M'3, sol A, 1600 grammes, sol B, 1710 grammes. Nous allons déterminer la capacité de rétention en eau de ces deux sols à partir de la formule que nous avons donnée tout à l'heure. Sol A, nous avons 22,22%, sol B, 23,33%. Qu'allons-nous faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Nous constatons que la capacité de rétention en eau du sol B, 23,33%, est légèrement plus élevée que celle du sol A, 22,22%. Qu'allons-nous faire de ces résultats recueillis? Nous allons les analyser. Alors, qu'est-ce que nous constatons? La capacité de rétention en eau du sol B est légèrement plus élevée que celle du sol A. Nous allons interpréter ces résultats. Les sols A et B ont pratiquement les mêmes capacités de rétention en eau parce qu'ils ont des particules de même nature. En conclusion, les deux sols ont à peu près la même capacité de rétention en eau. On en déduit la notion de capacité de rétention en eau comme étant la quantité d'eau retenue par ce sol après égouttage. En conclusion, nous pouvons dire que les deux sols ont à peu près la même capacité de rétention en eau. La capacité de rétention en eau d'un sol est la quantité d'eau retenue par ce sol après égouttage. Nous allons voir une quatrième propriété physique du sol, la capacité en air. Alors, en petit 4, la capacité en air. Nous allons exploiter à nouveau des résultats d'expérience. Mais comment nous devons procéder? On calcule le volume de vide présent dans le sol en faisant la différence M'2, qui est la masse de sol saturé, moins M'3, qui est la masse de sol égoutté. On détermine la capacité en air de ce sol en calculant le pourcentage de ce volume de vide par rapport au volume de la boîte vide, ce qui donne la formule suivante: 1 cm3 fois, entre parenthèses, M'2 moins M'3, le tout multiplié par 100 divisé par le volume. Résultat, mesure effectuée, type de sol. Au niveau du sol A, la capacité en air est de 11,11%. Au niveau du sol B, la capacité en air est de 4,44%. Qu'allons-nous faire des résultats ainsi recueillis? Nous allons les analyser. Alors, on constate que la capacité en air du sol A est plus importante que celle du sol B. Quelle interprétation peut-on en faire? Simplement, le sol A a une capacité en air plus élevée que celle du sol B parce qu'il a plus d'espace libre que le sol B. En conclusion, le sol A a une capacité en air plus importante que le sol B. La capacité en air d'un sol est le volume d'air contenu dans les espaces libres de ce sol. En conclusion, pour avoir
fini de vérifier la première hypothèse, nous pouvons dire que les sols se différencient par leurs propriétés physiques que sont la perméabilité, la porosité, la capacité de rétention en eau et la capacité en air. Merci. Nous avons 4 activités en classe de 3e. On vous a présenté les 3 éléments, c'est-à-dire la course, le lancer et le saut. Nous allons donc passer à la gymnastique. À la gymnastique, comme toute activité, il faut s'échauffer. Alors, on va s'échauffer, on va courir, élévation de genoux. Voilà, on court un peu, talons-fesses. Attention, cet échauffement doit durer 10 minutes. 10 minutes. N'oubliez pas, il faut bien s'échauffer. Et vous allez revenir pour faire, voilà, on va s'étirer un peu. On va tirer, voilà, et on va tirer sur les bras et la taille. On tire sur les bras et la taille. Et donc là, puisqu'on est déjà bien chaud, on va donc essayer des exercices préparatoires au saut. Et on va donc commencer par le saut groupé. Saut groupé. Voilà. Saut groupé. On va faire le saut droit. On va reprendre le saut groupé. On va refaire le saut droit. C'est bon? Allez, maintenant, nous allons faire la rotation, c'est-à-dire la famille des rotations. On va faire la roulade avant ou la roulade arrière. Mais on va faire un exercice préparatoire, c'est-à-dire les culbutes. Culbutes, pour préparer la roulade avant et la roulade arrière. Allez, on y va, culbute. Voilà. On fait culbute. Au bout de 2 culbutes, et là, on peut faire la roulade avant maintenant. Roulade avant. Voilà, bravo. C'est bon? On peut essayer aussi la roulade arrière. Allez, top roulade arrière. Bravo. Allez, encore une fois, la roulade arrière. Bravo. Et aussi, on va changer de famille, c'est-à-dire dans la famille de maintien. Dans la famille de maintien, on va donc essayer de faire un exercice préparatoire à la famille de maintien. Vous allez vous asseoir, vous allez poser les jambes derrière la tête. Posez les jambes derrière la tête. Jambes tendues derrière la tête. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est un exercice préparatoire à la chandelle. Et on va monter chandelle, monter chandelle. Bravo. Voilà, c'est bien. Allez, on va redescendre. On va revenir tout doucement après la chandelle, toujours dans la même famille. Et on va faire la planche. Planche. Planche faciale. Voilà, très bien. Et on va revenir. Vous savez très bien qu'on peut aussi faire la planche écrasée. Planche écrasée, tout simplement. On fait la planche écrasée. Voilà, très bien. Et vous revenez. N'oubliez pas les autres familles de gymnastique. On a la famille de souplesse, la famille de renversement, la famille des équilibres. Il y a plusieurs éléments dans ces différentes familles. Il faut les réviser, chaque enfant. Parce qu'à l'examen, vous allez choisir les éléments. N'oubliez pas, il y a un tirage à faire. Et si vous prenez un élément, vous devez le réaliser et le réaliser correctement. C'est pour ça qu'il faut connaître tous les éléments de chaque famille. Alors, n'oubliez pas, quand vous avez choisi les éléments, vous allez proposer un enchaînement de 4 familles, de 4 éléments gymniques bien rythmés et avec une bonne amplitude des mouvements. Alors, on va vous proposer un enchaînement. C'est un exemple d'enchaînement qu'on va vous proposer de 4 éléments gymniques. Et j'insiste, 4 éléments rythmés avec une bonne amplitude des mouvements. Saut droit, roulade avant. Voilà, on fait une planche. Et on fait un ATR. Fini avec un ATR. Voilà. Et vous descendez tout doucement et vous saluez. C'est bon.
Ok. Voilà, c'est bien. N'oubliez pas, vous devez faire un enchaînement de 4 éléments rythmés avec une bonne amplitude de mouvement. C'est très important. Merci. Je suis Madame Fofana, professeure de SVT. Ce matin, je vais vous présenter une leçon de la classe de Terminale D sur les ressources minières qui comporte 2 grandes parties. En grand 1, nous allons voir la localisation de ces ressources minières et en grand 2, le mécanisme de formation de ces ressources minières. Pour aborder cette leçon, je vais vous lire une situation d'apprentissage. Soyez donc attentifs. Le club scientifique de ton établissement a organisé une conférence sur les ressources minières de la Côte d'Ivoire. Le responsable de la SODEMI d'Abidjan, qui a animé cette conférence, a informé l'auditoire sur la mise en place des ressources minières en Côte d'Ivoire. Pour permettre aux élèves absents à cette conférence d'être informés, les élèves de la classe de terminale D décident de localiser les principales ressources minières de la Côte d'Ivoire, d'identifier les roches dans lesquelles elles se forment et d'expliquer le mécanisme de leur formation. Après la lecture de cette situation, donnez ou dégagez le constat à partir de cette situation. Donc, quel est le constat qui se dégage de cette situation d'apprentissage? De cette situation d'apprentissage, nous constatons que des ressources minières se mettent en place en Côte d'Ivoire. À partir de ce constat, formulez alors un problème géologique que nous allons étudier. Comment les ressources minières se mettent-elles en place en Côte d'Ivoire? Après avoir émis ce problème, nous allons proposer des hypothèses. Ces hypothèses sont les suivantes. On suppose que, ou peut-être que, les ressources minières se mettent en place dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. En grand 2, la deuxième hypothèse sera peut-être que les ressources minières se mettent en place grâce à des mécanismes. En grand 1, nous allons reformuler la première hypothèse. Donc, vous notez, grand 1, les ressources minières se mettent-elles en place dans certaines régions de la Côte d'Ivoire? Pour vérifier cette hypothèse, nous allons effectuer une activité. Donc, nous allons vérifier cette hypothèse à partir d'une activité. Quelle est donc l'activité que nous pouvons mener pour vérifier cette hypothèse? Nous pouvons observer une carte. Cette carte est la carte minière de la Côte d'Ivoire ou encore la carte minière et géologique de la Côte d'Ivoire. En petit 1, observation d'une carte minière et géologique de la Côte d'Ivoire. Cette carte montre la répartition des ressources minières et les types de roches qui les renferment. Observez cette carte. Nous avons plusieurs ressources minières. En petit 2, nous allons localiser les principales ressources minières de la Côte d'Ivoire et déterminer les roches dans lesquelles elles se trouvent. Ces différents résultats sont consignés dans le tableau suivant. Donc, vous notez en petit 2, résultats. Dans ce tableau sont localisées
les principales ressources minières de la Côte d'Ivoire et également les différents types de roches dans lesquelles on les rencontre. Parmi ces ressources minières, nous avons l'or, le fer, le diamant. L'or se rencontre à Danané, à Boisseau, à Bangourou, dans les types de roches qui sont les roches magmatiques, les roches sédimentaires. Le fer se rencontre à l'ouest, surtout dans la région de Man, de Touba, Biancoumont, et dans les roches de type métamorphique. Quant au diamant, on le rencontre à Séguéla, à Tortia, à Agniblekro, dans les types de roches qui sont les roches magmatiques et les roches sédimentaires. En petit 3, nous allons passer à l'analyse de ces résultats. Les ressources minières sont très variées en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'or se rencontre presque dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, alors que le fer se rencontre à l'ouest, dans la région de Man. Quant au diamant, il se rencontre au nord, dans la région de Séguéla, à Tortia, et à l'est, à Agniblekro. Ces ressources minières sont réparties selon la localisation des différents types de roches. Ainsi, l'or et le diamant se rencontrent ou sont formés dans les roches magmatiques et les roches sédimentaires. Le fer s'est formé ou se forme dans les roches métamorphiques. Ces roches qui renferment les ressources minières sont appelées roches encaissantes. Le lieu où l'on rencontre une substance minière susceptible d'être exploitée est appelé un gîte minier ou un gisement minier. Un minerai est l'ensemble constitué par la roche encaissante et le métal qu'elle renferme en quantité suffisante pour justifier une exploitation. Petit 4, conclusion. On retient que en Côte d'Ivoire, les ressources minières sont très nombreuses et elles sont localisées dans diverses régions selon leur nature. Pour terminer cette première séance, nous allons faire une activité d'application. Voici une liste de ressources minières et des régions. Pour les ressources minières, nous avons l'or, le diamant, le fer. Les régions sont Séguéla, Man, Toumodi, Danané et Tortia. Relier ces ressources minières à la région ou les régions dans lesquelles on les trouve. Vous avez 5 minutes pour faire cet exercice. L'or se rencontre à Toumodi et à Danané. Le diamant se rencontre à Séguéla, à Tortia. Le fer se rencontre à Man. En grand 2, formulons cette deuxième hypothèse. Les ressources minières se mettent-elles en place grâce à des mécanismes? Proposez une activité permettant de vérifier cette hypothèse. L'activité que nous pouvons mener pour vérifier cette hypothèse, nous pouvons faire l'observation d'une coupe de terrain. Donc, vous notez en petit 1, observation d'une coupe de terrain.
Dites ce que présente cette coupe de terrain. Cette coupe de terrain présente différents gîtes miniers. Donc, en petit 2 résultats, nous allons identifier ces différents gîtes miniers. En grand A, identifions ces différents gîtes miniers présentés au niveau de cette coupe de terrain. En grand A, nous avons le gîte d'altération ou le gîte résiduel. En grand B, il s'agit du gîte filonien. En grand C, le gîte en amas. En grand D, le gîte de faille. En grand E, le gîte alluvionnaire, encore appelé placère. En grand F, nous avons le paléoplacère. Après avoir identifié ces différents gîtes miniers, nous allons passer à l'analyse des résultats. Petit 3, analyse des résultats. Les gîtes filoniens, gîtes en amas et gîtes de faille se forment dans le massif granitique. Le gîte d'altération se forme au sommet de ce massif. Le gîte alluvionnaire se forme dans une rivière et le paléoplacère se forme dans une couche sédimentaire. Après cette analyse, nous passons à l'interprétation des résultats. Donc, nous avons en petit 4, interprétation des résultats. La formation du gîte filonien, du gîte en amas et du gîte de faille a un lien avec la formation du massif granitique. Le mécanisme est le suivant. En première étape, on a la montée ou la remontée du magma dans les couches supérieures. En deuxième étape, on a la cristallisation successive, encore appelée cristallisation fractionnée, des minéraux provoqués par la baisse de la température et de la pression. En troisième étape, nous avons le dépôt ou la précipitation des minéraux et leur concentration ou encore leur accumulation dans ces lieux. Ainsi, lorsque ces minéraux cristallisent, se déposent et se concentrent dans une fissure appelée filon, nous obtenons le gîte filonien. Lorsque cette cristallisation, le dépôt des minéraux et leur concentration ont lieu dans une faille, nous obtenons le gîte de faille. Dans le cas du gîte en amas, les minéraux se séparent de façon précoce du liquide magmatique, cristallisent et se concentrent dans le massif granitique. Ces différents types de gîtes, le gîte filonien, le gîte en amas et le gîte de faille issus du liquide magmatique constituent un groupe de gîtes qu'on appelle les gîtes primaires. Nous allons passer maintenant à la formation du gîte d'altération, du gîte alluvionnaire et du paléoplacère. Ces trois gîtes se forment, sinon ont le même processus de formation, presque le même processus de formation que la formation des roches sédimentaires. Ainsi, le mécanisme est le suivant. On a, dans une première étape, l'altération d'une roche primaire ou d'une roche préexistante. Après l'altération de cette roche préexistante, nous avons la libération de minéraux. En deuxième étape, ces minéraux
sont transportés ou non. En troisième étape, ces minéraux sont déposés et se concentrent. Ainsi, dans le cas du gîte d'altération, les minéraux issus de cette altération restent sur place, c'est-à-dire dans le lieu d'altération, c'est-à-dire vont se déposer dans ce lieu-là, se concentrer et donner le gîte d'altération. Pour le gîte alluvionnaire, les minéraux issus de l'altération sont transportés par l'eau de ruissellement, et déposés dans les sédiments d'une rivière ou d'un cours d'eau. Ces minéraux dans ces sédiments, encore appelés les alluvions, se concentrent et donnent le gîte alluvionnaire. Dans le cas du gîte appelé le paléoplacé, nous avons le même mécanisme de formation que le placère ou le gîte alluvionnaire. Donc, il y a d'abord une altération d'une roche préexistante, libération des minéraux qui sont également transportés et concentrés dans des sédiments. Lorsque ce gîte formé, qui était d'abord le placère, se recouvre de plusieurs couches sédimentaires avec le temps, on obtient alors le paléoplacère. Rappelons que ces trois derniers gîtes miniers, c'est-à-dire le gîte alluvionnaire, le paléoplacère et le gîte d'altération, constituent un autre groupe de gîtes appelés les gîtes secondaires. En conclusion, nous pouvons retenir que les ressources minières se mettent en place dans certaines régions de la Côte d'Ivoire et grâce à des mécanismes. Ainsi prend fin cette deuxième séance sur la mise en place des ressources minières en Côte d'Ivoire. Nous allons terminer cette leçon par une activité d'application. L'exercice est le suivant. Le schéma ci-dessous présente quelques gîtes d'or ou gîtes aurifères X, Y et Z. Identifiez chaque gîte en vous servant des groupes de mots suivants. Gîte filonien, gîte alluvionnaire, gîte résiduel. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine séance. C'est la fin du cours pour aujourd'hui. J'espère que ce sera toi le prochain grand scientifique, grand chercheur, grand inventeur, grand épidémiologiste ou grand biologiste ou grand virologue de ton pays. Car les sciences font le progrès des nations. Allez, en attendant votre percée, je vous conseille de prendre l'habitude d'aller sur le site école-ci.online. Et avant qu'on se retrouve demain, gardez en tête à la maison cette maxime. Celui qui néglige ou refuse d'étudier a déjà accepté d'avance d'échouer. Bonne fin de journée sur RTI 1.